Tout arriva très vite. Il était environ 10 heures moins le quart, le 30 juillet. Il roulait depuis 1 heure à peine. Il n'avançait pas vite, car il avait beaucoup neigé la nuit précédente, et la route était encore glissante. Il ne s'était pas beaucoup parlé depuis la veille, quand Stu avait réveillé Franny, puis Harold et Glenn, pour leur annoncer le suicide de Périon. Il se culpabilisait, pensa Fran. Il se culpabilisait de quelque chose dont il n'était pas plus responsable que de la pluie ou du beau temps. Elle aurait aimé le lui dire, en partie parce qu'il fallait le secouer un peu, en partie parce qu'elle l'aimait. Oh oui, elle l'aimait. Elle en était sûre maintenant. Elle aurait sans doute pu le convaincre qu'il n'était pas responsable de la mort de Périon, mais il lui aurait fallu révéler ses véritables sentiments. Et Harold comprendrait lui aussi, malheureusement. Il ne pouvait donc en être question pour le moment. Mais elle n'allait plus attendre bien longtemps, Harold ou pas. Elle ne pouvait quand même pas le protéger éternellement. Il fallait qu'il sache, qu'il accepte ou pas. Elle avait peur qu'Harold n'opte pour la deuxième solution, ce qui risquait de finir très mal. Après tout, ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Elle était perdue dans ses pensées lorsqu'ils sortirent d'un virage. Une grande caravane rose était renversée en travers de la route. L'accident était un peu bizarre. Mais ce n'était pas tout. Il y avait encore 3 voitures, plus une grosse dépanneuse stationnée au bord de la route. Et des gens debout à côté, au moins une douzaine. Fran fut si surprise qu'elle freina trop brutalement. Sa Honda dérapa sur la chaussée mouillée et elle faillit tomber. Finalement, ils s'arrêtèrent tous les 4, à peu près alignés en travers de la route, étonnés de voir autant de gens vivants. Descendez, dit l'un des hommes, un grand barbu. On ne voyait pas ses yeux derrière ses lunettes de soleil. Fran se souvint tout à coup d'un policier qui l'avait arrêté sur l'autoroute du Maine pour excès de vitesse. Et maintenant, il va nous demander nos permis de conduire, pensa-t-elle. Mais l'homme n'avait rien d'un policier en mal de contravention. Ils étaient 4 hommes, en fait, le barbu et 3 autres. Et puis des femmes, au moins 8. Groupées autour des voitures, pâles, elles avaient l'air d'avoir peur. Le barbu avait un pistolet, et les 3 autres des fusils. 2 étaient en tenue plus ou moins militaire. « Descendez, vous êtes sourds » reprit le barbu. Derrière lui, l'un des hommes enfonça un chargeur dans son arme, un bruit sec, impérieux, dans la brume du matin. Glenn et Harold ne semblaient pas comprendre. « Ils vont nous tirer comme des canards » pensa Franny, affolée. Elle ne comprenait pas très bien elle-même, mais elle savait que quelque chose ne collait pas dans l'équation. 4 hommes, 8 femmes, lui disait son cerveau, de plus en plus fort. 4 hommes, 8 femmes. Harold, dit Stu d'une voix calme. Harold ne... Mais il avait compris. C'est alors que tout commença. Stu portait son fusil en bandoulière. Il abaissa brusquement l'épaule, et le fusil était déjà entre ses mains. « Ne faites pas ça !» hurlait le barbu. « Garvey, Virgie, Ronnie, tirez-leur dedans, et ne touchez pas aux femmes !» Harold voulut prendre ses pistolets, oubliant qu'ils étaient encore dans leurs étuis. Glenn Batman était toujours assis derrière Harold, médusé. « Harold !» cria Stu. Franny voulut prendre son fusil. On aurait dit que l'air qui l'entourait s'était tout à coup coagulé en une sorte de mélasse invisible, une glu épaisse qui ralentissait tous ses gestes. Elle comprit qu'ils allaient probablement mourir. « Maintenant !» hurla une des femmes. Franny, qui n'avait pas encore réussi à prendre son fusil, se retourna vers la jeune fille. Non, c'était une femme d'au moins 25 ans. Ses cheveux blonds cendrés retombaient autour de sa tête comme un casque, à croire qu'elle venait de les couper avec des ciseaux de jardinier. Certaines femmes restèrent immobiles, paralysées par la peur, mais la blonde et 3 autres se précipitèrent en avant. Tout cela s'était déroulé dans l'espace de 7 secondes. Le barbu pointait son pistolet vers Stu, et quand la blonde avait hurlé, le canon de son arme avait frémi, s'était légèrement tourné dans la direction de la jeune femme, comme la baguette d'un sourcier. Le coup partit. Une détonation sourde, comme si l'on défonçait une boîte de carton avec une tige de fer. Stu tomba de sa moto, Franny hurla son nom. Mais Stu appuyait sur les 2 coudes, tous les 2 éraflés lorsqu'il était tombé par terre, et la Honda écrasait une de ses jambes sous son poids. Stu tirait. Le barbu esquissa un petit pas de danse en arrière, comme un artiste de vaudeville qui quitte la scène après son bis. La grosse chemise de laine qu'il portait fit une bosse. Son pistolet automatique sauta en l'air, et l'on entendit 4 détonations. Puis l'homme tomba à la renverse. 2 des 3 hommes qui se trouvaient derrière lui avaient fait volte-face lorsque la blonde avait crié. L'un d'eux appuya sur les 2 détentes de son arme un vieux Remington.
Il n'avait pas épaulé son arme, il tenait son fusil appuyé contre sa jambe droite. Et lorsque le coup partit, comme un coup de tonnerre dans une petite pièce, le Remington lui échappa des mains, arrachant la peau de ses doigts avant de retomber par terre. Le visage de l'une des femmes, qui n'avait pas réagi lorsque la blonde avait crié, disparut dans une incroyable fureur de sang. Franny entendit le sang claquer sur la route comme une giboulée de printemps. Un œil regardait fixement derrière le masque sanglant qui couvrait ce visage, un œil étonné, incrédule. Puis la femme s'écrasa sur la route. La voiture qui se trouvait derrière elle était constellée d'impacts de chevrotines. Une des glaces n'était plus qu'une cataracte laiteuse de minuscules fissures. La blonde se battait avec le deuxième homme qui s'était tourné vers elle. L'arme de l'homme était coincée entre leurs deux corps. Une autre détonation. Puis l'une des filles se précipita pour ramasser le fusil de chasse qui était tombé par terre. Le troisième homme, celui qui ne s'était pas retourné vers les femmes, commença à tirer dans la direction de Fran. Assise sur sa moto, son fusil dans les mains, Franny le regardait stupidement. Il avait le teint olivâtre, les traits d'un Italien. Elle entendit une balle siffler tout près de sa tempe gauche. Harold avait finalement dégainé un de ses pistolets. Il le leva et tira sur l'homme au teint mat. Il n'était pas à 15 pas de lui, mais il rata son coup. Un trou apparut sur la carrosserie rose de la caravane, juste à gauche de la tête de l'homme au teint olivâtre, qui regarda Harold droit dans les yeux. « À mon tour, sale petit con !»« Ne faites pas ça !» hurla Harold. Il laissa tomber son pistolet et leva les mains en l'air. L'homme au teint olivâtre tira à 3 reprises, sans toucher Harold. La troisième balle ricocha sur le tuyau d'échappement de sa moto. La machine tomba par terre. 20 secondes s'étaient écoulées. Harold et Stu étaient couchés sur la route. Glenn était assis en tailleur sur la chaussée, comme s'il ne comprenait toujours pas très bien ce qui se passait. Franny tentait désespérément d'abattre l'homme au teint olivâtre avant qu'il ne tire encore sur Harold ou sur Stu, mais la détente refusait de bouger. Elle avait oublié d'enlever le cran de sécurité. La blonde continuait à se battre avec le deuxième homme, et la femme qui était allée ramasser le fusil de chasse se bagarrait avec une deuxième femme qui cherchait à lui arracher l'arme. Lançant des jurons, dans une langue qui ne pouvait être que de l'italien, l'homme au teint olivâtre visa Harold. Mais Stu tira plus vite que lui, et le front de l'homme au teint olivâtre vola en éclats. Son propriétaire s'écrasa comme un sac de pommes de terre. Une autre femme s'était jetée dans la mêlée pour s'emparer du fusil de chasse. L'homme qui l'avait perdu voulut l'écarter. La femme se baissa, saisit à deux mains l'entrejambe du jean de l'homme et serra très fort. Fran vit ses muscles se gonfler de l'avant-bras jusqu'au coude. L'homme hurla et parut ne plus s'intéresser du tout à son fusil de chasse. Il se prit les parties et s'éloigna en titubant, plié en deux. En rampant, Harold s'approcha de son pistolet qui était tombé sur la route, le prit et tira sur l'homme qui se tenait les parties. Il tira 3 fois et manqua sa cible. On dirait Bonnie and Clyde, pensa Franny, du sang partout. La blonde aux cheveux coupés à la serpe ne parvint pas à s'emparer du fusil du deuxième homme qui lui donna un coup de pied. Il visait peut-être le ventre, mais il la toucha à la cuisse avec une de ses grosses bottes. La femme esquissa plusieurs petits pas en arrière en faisant des moulinets avec les bras pour retrouver son équilibre. Puis elle tomba sur le derrière avec un petit bruit mouillé. « Il va la tuer, pensa Franny. » Mais le deuxième homme fit demi-tour comme un soldat ivre et commença à tirer sur les 3 femmes qui étaient restées à côté de la voiture. « Bande de salopes !» hurlait ce charmant monsieur. « Bande de salopes !» Une des femmes tomba entre la voiture et la caravane renversée et commença à gigoter sur le bitume comme un poisson sorti de l'eau. Les 2 autres femmes couraient. Stu visa l'homme, tira et le manqua. L'autre tira sur l'une des femmes qui courait et lui ne manqua pas son coup. La femme leva les mains en l'air, puis tomba. La deuxième femme fit un crochet à gauche et se cacha derrière la caravane rose. Le troisième homme, celui qui avait perdu son fusil de chasse et qui n'avait pas pu le récupérer, tournait toujours en rond en se tenant le bas-ventre. L'une des femmes braqua le fusil de chasse sur lui et appuya sur les 2 détentes, les yeux fermés, la bouche déformée par un affreux rictus, attendant le coup de tonnerre. Mais le coup de tonnerre ne vint pas, le fusil était vide. Elle le prit alors par le canon, le leva très haut et l'abattit de toutes ses forces. Elle manqua la tête de l'homme, mais le toucha au creux de l'épaule gauche. L'homme tomba à genoux. À 4 pattes, il voulut s'enfuir. La femme, vêtue d'un blue jean déchiré et d'un sweatshirt bleu où était écrit en grosses lettres « Kent State University », se lança à ses trousses, le matraquant sauvagement avec son arme.
Inondé de sang, l'homme rampait encore, tandis que la femme au sweatshirt continuait à cogner à tour de bras. « Bande de salopes !» hurlait toujours le deuxième homme. Il tira sur une des femmes entre deux âges qui le regardait en marmonnant quelque chose. Le canon de son fusil n'était pas à plus d'1 mètre de la femme. Elle aurait presque pu tendre la main et le boucher avec son petit doigt rose. L'homme manqua sa cible. Il appuya de nouveau sur la détente, mais cette fois l'arme était vide. Harold tenait son pistolet à 2 mains, comme il avait vu faire les flics au cinéma. Il tira, et la balle défonça le coude du deuxième homme, qui laissa tomber son fusil et se mit à danser en bredouillant « S'il vous plaît !» Franny pensa qu'il ressemblait un peu à Roger Rabbit. « Je l'ai eu !» cria Harold, fou de joie. « Nom de Dieu, je l'ai eu !» Franny se souvint enfin du cran de sûreté de sa carabine. Elle l'enleva au moment où Stu tirait à nouveau. Le deuxième homme lâcha son coude et tomba par terre en se tenant le ventre. Il hurlait toujours. « Mon Dieu !» dit doucement Glenn, en se cachant le visage dans les mains pour pleurer. Harold tira encore. Le corps du deuxième homme fit un bond, et les hurlements cessèrent. La femme au sweatshirt de la Kent State University abattit une fois de plus la crosse du fusil de chasse. Cette fois, elle obtint un bon contact avec le crâne de l'homme qui rampait par terre. Un contact parfait, sans bavure. La crosse en noyer et le crâne de l'homme se cassèrent tous les deux. Pendant un instant, ce fut le silence. Un oiseau chantait « Cui, 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 cui ». Puis la fille en t-shirt s'assit à califourchon sur le corps du troisième homme et lança un cri sauvage de triomphe qui allait hanter Fran Goldsmith pour le restant de sa vie. La blonde s'appelait Daina Jurgens. Elle venait de Xenia, dans l'Ohio. La fille au sweatshirt de la Kent State University s'appelait Susan Stern. Celle qui avait écrasé les parties génitales de l'homme au fusil de chasse était Patty Kroger. Les 2 autres étaient nettement plus âgées. La plus vieille, dit Daina, s'appelait Shirley Hammett. Elle ignorait le nom de l'autre femme, qui avait l'air d'avoir à peu près 35 ans. Elle errait, en état de choc, quand Hal, Garvey, Virgie et Ronnie l'avaient trouvée à Archbold 2 jours plus tôt. Ils campèrent tous les 9 dans une ferme un peu à l'ouest de Columbia. Ils avaient l'air de somnambules, et plus tard, Franz se dit que si quelqu'un les avait vus traverser le champ qui séparait la caravane rose de la ferme, ils auraient sans doute cru que l'asile local organisait une petite promenade de santé. L'herbe qui leur montait jusqu'aux cuisses, encore humide de la pluie de la nuit, trempait leurs pantalons. Des papillons blancs voletaient lourdement autour d'eux, comme drogués, les ailes alourdies par l'humidité, décrivant des cercles et des huit. Le soleil essayait de percer à travers une épaisse couche de nuages blancs qui s'étendait d'un bout à l'autre de l'horizon. Pourtant, il faisait déjà très chaud. L'humidité collait à la peau. Des nuées de corbeaux tournaient dans le ciel en poussant leurs horribles cris rauques. Les corbeaux étaient maintenant plus nombreux que les êtres humains, pensa Fran dans une sorte de brouillard. Si nous ne faisons pas attention, ils vont nous picorer jusqu'au dernier. La revanche des corbeaux. Mais est-ce que les corbeaux mangent de la viande ? Elle craignait fort que ce ne soit effectivement le cas. Et derrière ce brouillard d'idées confuses, comme le soleil derrière la couche de nuages, un soleil qui tapait déjà dur dans l'affreuse humidité de ce matin du 30 juillet, le combat de tout à l'heure reprenait inlassablement dans sa tête. Le visage de la femme, emporté par les chevrotines du fusil de chasse, Stu qui tombait, cette terreur qui s'était emparée d'elle lorsqu'elle l'avait cru mort, et le type qui criait « Bande de salopes !» et puis ces petits piaillements à la Roger Rabbit quand Harold lui avait flanqué une balle dans la peau. Le bruit du pistolet du barbu, comme une caisse de carton qu'on défonce. Le cri sauvage de victoire de Suzanne à califourchon sur le corps de son ennemi, dont la cervelle, encore chaude, sortait du crâne fendu en 2. Glenn marchait à côté d'elle. Il avait perdu cette expression ironique qu'on lui voyait habituellement. Il était hagard. Ses cheveux gris voletaient autour de sa tête, comme pour imiter les papillons. Il tenait la main de Franny et la serrait convulsivement. « Il faut essayer d'oublier, disait-il. Ces horreurs sont inévitables. Le nombre est notre meilleure protection. La société, c'est la clé de voûte de ce que nous appelons la civilisation, seul véritable antidote contre la barbarie. Il faut accepter ces choses-là, comme des choses naturelles. C'est un incident isolé, ce sont des monstres. Oui, des aberrations de la société. Je veux le croire, en vertu des pouvoirs sociaux constitutionnels qui me sont conférés, pour ainsi dire. » Il rit, et son rire ressemblait plutôt à un gémissement. Fran ponctuait chacune de ses phrases elliptiques d'un « oui, Glenn » qu'il ne semblait pas entendre.
Le professeur sentait un peu le vomi. Les papillons se cognaient contre eux, rebondissaient et repartaient vaquer à leurs affaires. Ils étaient presque arrivés à la ferme. La bataille avait duré moins d'une minute. Moins d'une minute, mais Franny soupçonnait fort que le spectacle allait rester longtemps à l'affiche dans sa tête. Glenn lui tapotait la main. Elle aurait voulu lui dire d'arrêter, mais elle avait peur qu'il ne se mette à pleurer. Elle ne pouvait plus supporter sa main, et elle n'était pas sûre de pouvoir supporter Glenn Batman s'il se mettait à pleurer. Stu marchait entre Harold et la blonde Dinah Jurgens. Susan Stern et Patty Kroger entouraient la femme catatonique qui n'avait pas de nom, celle qu'ils avaient ramassée à Arkbold. Shirley Hammett, la femme que Roger Rabbit avait manquée en tirant à bout portant, juste avant de mourir, marchait toute seule, un peu sur la gauche, marmonnant des mots incompréhensibles, lançant parfois la main en l'air pour attraper des papillons. Le groupe avançait lentement. Pourtant, Shirley traînait la jambe. Ses cheveux gris retombaient sur son front, et ses yeux vides regardaient le monde, comme une souris terrorisée regarde autour d'elle, du fond de la cachette où elle vient de se réfugier. Harold lança un coup d'œil à Stu. « On les a bien eus, hein? On les a bien bousillés, en petits morceaux. »« C'est vrai, Harold, » répondit Stu. « Il fallait bien, » reprit Harold, comme si Stu lui avait reproché quelque chose. « C'était eux ou nous. »« Ils vous auraient abattus comme des chiens, » dit Dinah Jurgens d'une voix tranquille. « J'étais avec ces deux types quand ils nous ont trouvés. Ils étaient cachés. Ils ont tué Rich et Damon, et quand tout a été fini, ils ont encore tiré une balle dans sa tête, au cas où. Vous n'aviez pas le choix, vous seriez mort maintenant. »« Oui, nous serions morts maintenant, » s'exclama Harold en regardant Stu. « Mais oui, » répondit Stu. « Ne te fais pas de bile, Harold. »« Oh, sûrement pas, c'est pas mon genre, » répondit-il. D'une main tremblante, il fouilla dans son sac, sortit une barre de chocolat Payday et faillit la faire tomber en enlevant le papier. Il lança un juron, puis commença à dévorer sa barre de chocolat en la tenant à deux mains comme une sucette. Ils étaient arrivés à la ferme, et tout en mangeant son chocolat, Harold se touchait de temps en temps en cachette pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. Il se sentait très mal. Il avait peur de regarder son pantalon, car il pensait s'être mouillé peu après que les festivités eurent commencé à battre leur plein là-bas, près de la caravane rose. Ils grignotèrent quelque chose, sans grand appétit. Dinah et Suzanne firent les frais de la conversation. Patty Kroger, une très jolie fille de 17 ans, ajoutait un mot de temps en temps. La femme qui n'avait pas de nom s'était réfugiée dans un coin de la cuisine poussiéreuse. Assise à la table, Shirley Hammett mangeait des biscuits au miel en marmonnant des mots sans suite. Dinah était partie de Xenia avec Richard Darlis et Damon Bucknell. Y avait-il eu d'autres survivants à Xenia après l'épidémie ? 3 seulement, croyait-elle. Un homme très âgé, une femme et une petite fille. Dinah et ses amis leur avaient demandé de se joindre à leur trio, mais le vieil homme avait refusé. Il avait quelque chose à faire dans le désert, leur avait-il dit. Le 8 juillet, Dinah, Richard et Damon avaient commencé à avoir des cauchemars terribles. Ils rêvaient d'une espèce de croque-mitaine, mais absolument terrifiant. Richard s'était mis en tête que le croque-mitaine existait vraiment, dit Dinah, et qu'il habitait en Californie. Il prétendait que cet homme, si c'était vraiment un homme, était celui que les 3 autres attendaient, les 3 autres qu'ils avaient rencontrés dans le désert. Damon et elle commençaient à se demander si Richard ne devenait pas fou. Selon lui, l'homme du rêve réunissait autour de lui une armée de monstres qui allait balayer tout l'ouest du pays, réduire en esclavage tous les survivants, d'abord en Amérique, puis dans le reste du monde. Dinah et Damon avaient décidé de fausser compagnie à Richard en pleine nuit, quand l'occasion se présenterait. Richard Darlis était devenu fou, et c'était à cause de lui qu'ils rêvaient eux aussi. À Williamstown, à la sortie d'un virage, ils étaient tombés sur un gros camion renversé en plein milieu de la route. Une voiture et une dépanneuse étaient garées juste à côté. « Nous avons pensé que c'était encore un accident, » dit Dinah, en écrasant nerveusement un biscuit entre ses doigts. « Et naturellement, c'était ce qu'on voulait nous faire croire. » Ils étaient descendus de leur moto pour contourner le camion, et c'est alors que les 4 cinglés qui étaient cachés dans le fossé avaient ouvert le feu. Ils avaient tué Richard et Damon, et ils l'avaient faite prisonnière. Elle était la 4e dans ce qu'ils appelaient tantôt le zoo ou tantôt le harem. L'une des autres femmes était Shirley Hammett, celle qui marmonnait sans cesse. Elle était presque normale à l'époque, même si les 4 hommes l'avaient plusieurs fois violée. Du barbu aux lunettes de soleil, elle ne connaissait que le surnom Doc.
Virge et lui faisaient partie d'un détachement de l'armée qui avait été envoyé à Akron lorsque l'épidémie avait éclaté. Ils étaient chargés des relations avec les médias, un euphémisme des militaires qui signifiait en fait répression des médias. Leur travail à peu près terminé, ils s'étaient occupés ensuite du contrôle des foules. Encore un euphémisme de l'armée qui signifiait tirer sans sommation sur les pillards qui prenaient la fuite et prendre ceux qui se laissaient arrêter. Le 27 juin, leur avait dit Doc, tout s'était écroulé. La plupart de ces hommes étaient trop malades pour patrouiller dans la ville, ce qui n'avait aucune importance d'ailleurs, puisque les habitants d'Akron n'avaient plus la force de lire les journaux, et encore moins de piller les banques ou les bijouteries. Le 30 juin, l'unité avait disparu. Ses membres étaient tous morts ou moribonds. En fait, Doc et Virge étaient les seuls survivants. C'est alors qu'ils avaient commencé leur nouvelle vie de gardiens de zoo. Garvey était venu les rejoindre le 1er juillet et Ronnie le 3, jour où ils avaient décidé que leur club privé n'admettrait plus de nouveaux membres. « Mais vous avez dû finir par être plus nombreuses qu'eux, dit Glenn. Ce fut Shirley Hammett qui sortit de son silence pour lui répondre. « Pilule, dit-elle, en les regardant avec ses yeux de souris terrorisés sous les mèches grises qui retombaient sur son front. Pilule le matin pour se lever, pilule le soir pour dormir. » Elle laissa la fin de sa phrase se perdre en l'air, comme si elle était à bout de force. Elle s'arrêta, puis recommença à marmonner. Suzanne Stern reprit le fil de son histoire. C'est le 17 juillet qu'elle et l'une des femmes mortes durant la bataille, Rachel Carmody, étaient tombées entre les mains du groupe à la sortie de Columbus. La caravane du zoo se déplaçait lentement, 2 voitures et une dépanneuse. Les hommes se servaient de la dépanneuse pour déplacer les véhicules accidentés ou pour barrer la route selon les circonstances. Doc gardait sa pharmacie dans un sac qui pendait à sa ceinture, puissant somnifère à l'heure du coucher, tranquillisant pour la route, anxiolytique pour les haltes. Je me levais le matin, je me faisais violer 2 ou 3 fois, puis j'attendais que Doc me donne mes comprimés, expliquait Suzanne d'une voix détachée. Le 3e jour, j'avais vous savez, le vagin tout irrité, et la moindre pénétration me faisait très mal. Je préférais Ronnie, car tout ce que Ronnie voulait, c'était un pompier. Mais avec les comprimés, j'étais très calme. Je n'avais pas envie de dormir, j'étais simplement très calme. Avec 2 ou 3 de ces pilules, plus rien n'avait d'importance. Vous aviez simplement envie de vous asseoir, les mains sur les genoux, et de regarder le paysage défiler, ou la dépanneuse quand ils enlevaient un obstacle. Un jour, Garvey s'est mis très en colère, parce que cette petite fille, elle n'avait pas plus de 12 ans, ne voulait pas... Non, je ne vais pas vous le dire. C'est vraiment terrible. Garvey lui a fait sauter la tête. Et moi, ça ne m'a rien fait. J'étais calme. Au bout d'un moment, vous ne pensiez presque plus à vous enfuir. Je pensais plutôt à ces petites pilules bleues que Doc allait bientôt me donner. Danny et Patty Kroger approuvèrent d'un signe de tête. Ils avaient apparemment compris qu'elle ne pourrait pas garder plus de 8 femmes, expliqua Patty. Lorsqu'ils l'avaient prise, le 22 juillet, après avoir assassiné l'homme qui l'accompagnait, ils avaient tué une très vieille femme qui faisait partie du zoo depuis à peu près une semaine. Et quand ils avaient ramassé près de Archbold la femme sans nom, qui était maintenant assise dans son coin, ils avaient abattu une jeune fille de 16 ans qui louchait terriblement pour lui faire de la place. Ils avaient abandonné son cadavre dans un fossé. Doc faisait des blagues là-dessus, expliqua Patty. Il disait « Je ne marche pas sous les échelles, je ne traverse pas la rue devant un chat noir. 13 dans le groupe, c'est une de trop. » C'est le 29 qu'ils avaient aperçu pour la première fois Stu et les autres. Le zoo campait un peu à l'écart de la route quand ils étaient passés. « Garvey avait très envie de toi, » dit Suzanne, en se tournant vers Franny, qui frissonna. Dinah se rapprocha d'eux et commença à parler tout bas. « Et ils avaient même dit qui tu allais remplacer ?» Elle inclina la tête presque imperceptiblement dans la direction de Shirley, qui continuait à marmonner en mangeant des biscuits. « Cette pauvre femme » dit Franny. « C'est Dinah qui a compris que vous pourriez peut-être nous tirer de là, » expliqua Patty. « Il y avait 3 hommes dans votre groupe. Dinah et Hélène Roguette les avaient vus. 3 hommes armés. Et Doc commençait à avoir un peu trop confiance en lui quand il faisait son truc de la caravane renversée. Il se contentait de faire signe aux gens de s'arrêter. C'était aussi simple que ça. Quand il y avait des hommes, il se laissait faire sans protester. Jamais un problème. « Dinah nous a dit de ne pas prendre nos pilules ce matin-là, » reprit Suzanne. « Il ne regardait plus vraiment si nous prenions nos médicaments, et nous savions qu'ils allaient être occupés à remorquer la grosse caravane en travers de la route. Nous n'avions rien dit aux autres. Les seuls dans le coup étaient Dinah, Patty et Hélène, une des femmes que Romy a tuées là-bas. Et moi, naturellement.
Hélène avait peur. S'ils voient que nous crachons les comprimés, ils vont nous tuer, avait-elle dit. Daïna lui avait répondu qu'ils allaient nous tuer de toute manière, tôt ou tard. Et nous savions que c'était vrai, alors nous avons fait ce qu'elle nous disait. Moi, j'ai dû garder mon comprimé dans ma bouche pendant un bon bout de temps, dit Patty. Il commençait à fondre quand j'ai pu le cracher. Je crois qu'Hélène a dû avaler le sien. C'est sans doute pour ça qu'elle était si lente. Mais ils auraient réussi leur coup si vous n'aviez pas compris tout de suite, dit Daïna, en lançant à Stu un regard qui mit Franny mal à l'aise. J'ai bien l'impression que je n'ai quand même pas compris assez vite, dit Stu. La prochaine fois, je me méfierai. Et il se leva et s'approcha de la fenêtre. Vous savez, ça me fait un peu peur de voir que nous apprenons si vite. Décidément, Fran n'aimait pas du tout la manière dont Daïna regardait Stu. Après tout ce qui lui est arrivé, elle pourrait quand même penser à autre chose, se dit-elle. Elle est beaucoup plus jolie que moi, et elle n'est probablement pas enceinte. Dans ce monde, il faut apprendre vite, répondit Daïna. C'est apprends ou crève, c'est la loi. Stu se retourna vers elle et regarda pour la première fois la jeune femme. Fran sentit aussitôt la morsure cuisante de la jalousie. J'ai trop attendu, pensa-t-elle. Mon Dieu, j'ai trop attendu. Du coin de l'œil, elle vit qu'Harold souriait en se cachant la bouche avec la main. Un sourire de soulagement. Et elle eut tout à coup envie de se lever, de s'approcher d'un air nonchalant d'Harold et de lui arracher les yeux avec les ongles. Jamais, Harold, jamais. Jamais, vraiment? Journal de Fran Goldsmith, 19 juillet 1990. Mon Dieu, la catastrophe. Au moins, quand ça arrive dans les livres, quelque chose change ensuite. Mais dans la vie réelle, on dirait que tout continue comme avant, comme dans ces interminables séries télévisées. Je devrais faire quelque chose, mais j'ai peur de ce qui arriverait ensuite entre eux et... On ne peut pas terminer une phrase avec un « et », mais j'ai peur d'écrire ce qui devrait venir après la conjonction. Je vais te dire tout, cher journal, même si ce n'est pas très drôle. Le simple fait d'y penser me fait déjà horreur. Glenn et Stu sont allés en ville, à Girard, dans l'Ohio, pour chercher quelque chose à manger. Ils espéraient trouver des trucs déshydratés. C'est pas lourd à porter, et certaines marques sont très bonnes à ce qu'on dit. Moi, je trouve que tous ces machins ont le même goût, à savoir qu'on dirait de la crotte de bique séchée. Et quand as-tu mangé de la crotte de bique séchée? Un peu de discrétion, cher journal. Certaines choses ne doivent pas être dites. Ha ha. Il nous avait demandé si nous voulions venir à Harold et à moi, mais j'ai répondu que j'avais assez fait de moto pour la journée. Harold leur a dit qu'il allait chercher de l'eau pour la faire bouillir. Il avait sans doute son idée derrière la tête. Désolé de lui prêter des intentions machiavéliques, mais c'est pourtant la réalité. Une petite remarque en passant. Nous en avons tous marre, absolument marre de l'eau bouillie qui n'a aucun goût et qui est totalement dépourvue d'oxygène. Mais Mark et Glenn pensent que les usines ne sont pas arrêtées depuis assez longtemps pour que les cours d'eau et rivières aient retrouvé leur pureté d'antan, particulièrement dans le nord-est industriel. Alors, on boit de l'eau bouillie. Nous espérons tous trouver une bonne provision d'eau minérale un de ces jours. Ça devrait déjà être fait, selon Harold, mais on dirait que l'eau minérale a mystérieusement disparu. Stu pense que les gens ont dû croire que l'eau du robinet les rendait malades et qu'ils sont passés à l'eau minérale avant de mourir. Bon, Marc et Perrion n'étaient pas là. En principe, ils étaient partis cueillir des mûres. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils faisaient probablement autre chose. Ils sont très discrets, et tant mieux pour eux. Moi, je ramassais du bois, et j'allais faire du feu pour l'eau d'Harold. Il est revenu presque tout de suite. Il avait quand même pris le temps de se laver la figure et de se mouiller les cheveux. Il arrive donc avec sa flotte et s'assied à côté de moi. Nous étions installés sur une grosse bûche. Nous parlions de tout et de rien, quand tout à coup, il me passe le bras autour du cou et essaye de m'embrasser. Je dis qu'il a essayé, mais en réalité, il a parfaitement réussi, au moins au début, à cause de l'effet de surprise. Mais je me suis écarté aussitôt et je suis tombé à la renverse. Quand j'y pense, c'était trop drôle, même si j'ai encore mal. Je me suis fait une belle éraflure dans le dos et j'ai poussé un grand cri. L'histoire se répète, comme on dit. Ça ressemble tellement au jour où je me promenais avec Jess sur la jetée et que je me suis mordu la langue. Une seconde plus tard, Harold était agenouillé à côté de moi et me demande si tout va bien. Il est rouge jusqu'à la racine des cheveux, propre pour une fois. Harold s'efforce souvent de paraître blasé, glacé, comme un jeune écrivain qui chercherait ce petit bistrot sur la rive gauche où il pourrait passer la journée à parler de Jean-Paul Sartre et à boire un infect torboyau.
Mais sous la surface, bien caché, Harold est un adolescent qui n'est vraiment pas très mûr. C'est ce que je crois, en tout cas. Il se prend pour Humphrey Bogart ou Steve McQueen, peut-être. Quand quelque chose le dérange, c'est ce côté-là de lui qui ressort. Sans doute parce qu'il a voulu le cacher si longtemps quand il était enfant. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, quand il joue les Humphrey Bogart, il me fait plutôt penser à Woody Allen. Donc il s'agenouille à côté de moi et commence. Ça va, rien de cassé? Sa voix était tellement artificielle que j'éclate de rire. L'histoire se répète, comme je disais. Mais ce n'était pas simplement que je trouvais la situation plutôt amusante. J'aurais sans doute pu me retenir. Non, une véritable crise d'hystérie. Les cauchemars, ce bébé qui grandit dans mon ventre, ce que je devrais faire avec Stu, voyager tous les jours, mal partout, la mort de mes parents, le monde chamboulé. Bref, j'ai commencé à avoir le fou rire, puis un rire hystérique qui ne voulait tout simplement pas s'arrêter. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» a demandé Harold en se levant. Je suppose qu'il a pris sa voix outragée, que je lui connais si bien, mais à vrai dire, je ne pensais plus à Harold du tout. Dans ma tête, je ne voyais plus qu'une image idiote de Donald le canard. Donald qui pataugeait dans les ruines de la civilisation occidentale en caquetant furieux. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle, hein? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Et je me suis pris la figure entre les mains, et j'ai ri, et j'ai sangloté, et ri encore, tellement qu'Harold a dû penser que j'étais devenu absolument cinglé. J'ai quand même réussi à m'arrêter au bout d'un moment. J'ai essuyé mes larmes et j'ai voulu demander à Harold de regarder ce que je m'étais fait dans le dos pour voir si c'était profond. Mais j'ai changé d'avis, de peur qu'il ne prenne des libertés. La vie, la liberté, à la poursuite de Franny, oh oh, mais ce n'est pas drôle. Fran, a-t-il dit, je voudrais te dire quelque chose, mais c'est assez difficile. Alors tu as peut-être intérêt à rien dire du tout, lui ai-je répondu. Oh si, a-t-il dit. J'ai bien vu qu'il n'allait pas se contenter d'un non et que j'allais avoir du travail pour le convaincre. Et il s'est lancé dans sa déclaration. Franny, je t'aime. Naturellement, je m'en doutais. Tout aurait été plus simple s'il avait simplement voulu coucher avec moi. L'amour est bien plus dangereux qu'une petite coucherie en passant. Mais comment dire non à Harold? J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas 36 solutions. Alors voilà ce que je lui ai répondu. Mais moi, je ne t'aime pas, Harold. Et son visage s'est décomposé. Il faisait une vilaine grimace. C'est parce que tu l'aimes lui. Tu aimes Stu, c'est ça? Je ne sais pas, ai-je répondu. Je sentais la moutarde me monter au nez, et il est de notoriété publique que je ne me maîtrise pas toujours, cadeau de ma mère sans doute. J'ai quand même fait de mon mieux pour me retenir devant Harold, mais je sentais la colère pointer le bout de son nez. Moi je sais, avait-il repris, je sais parfaitement. Depuis le jour où on l'a rencontré, je le sais. Je ne voulais pas qu'il vienne avec nous parce que je savais. Et il a dit... Et qu'est-ce qu'il a dit lui ai-je demandé. Qu'il ne voulait pas de toi, reprit Harold, et que tu pouvais être à moi. Comme si on te donnait une paire de chaussures neuves, c'est bien ça, Harold lui ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il était allé trop loin. Avec un peu d'effort, je me suis souvenu de ce jour-là. La réaction d'Harold, quand il avait vu Stu, avait été celle d'un chien qui voit un chien étranger entrer dans sa cour, dans son domaine. Je pouvais presque voir les poils se hérisser sur la nuque d'Harold, et j'avais compris ce que Stu avait dit. Il nous avait dit de ne pas rester avec les chiens, mais de revenir avec les hommes. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, au fond? Ce combat infernal dans lequel nous nous trouvons? Si ce n'est pas ça, alors pourquoi essayer de nous comporter à peu près bien? Mais je n'appartiens à personne, Harold, lui ai-je dit. Il a marmonné quelque chose. Quoi? Ai-je fait. Je disais que tu seras peut-être bien obligé de changer d'idée, m'a-t-il dit. J'ai eu envie de lui répondre quelque chose de pas très gentil, mais j'ai préféré me taire. Harold avait des yeux très bizarres, et il a continué. Tu sais, je connais ce genre de type, tu peux me croire, Franny. C'est le genre de mec fort en gym, qui ne fout absolument rien en classe. Il passe son temps à lancer des boulettes de papier et à se moquer des autres, parce qu'il sait que le prof devra quand même lui donner des notes au moins passables pour qu'il continue à jouer dans l'équipe de foot. C'est le mec qui sort avec la plus belle fille de la classe et qui se prend pour Jésus-Christ. Le mec qui pète quand le prof te demande de lire ta dissertation parce que c'est la meilleure de toute la classe. Oh oui, je connais ce genre de connard. Bonne chance, Fran. Et il est parti, comme ça. Pas la grande sortie majestueuse qu'il avait prévue, j'en suis sûr. Plutôt comme s'il avait eu un rêve dans sa tête et que je venais de tout défoncer. Le rêve que les choses avaient changé,
alors qu'en fait rien n'avait vraiment bougé. Je me sentais très mal pour lui, sincèrement. Mais lorsqu'il est parti, il ne jouait pas les cyniques, il était vraiment cynique. Il avait pris un sale coup. Ce qu'Harold n'arrive pas à croire, c'est que quelque chose doit changer dans sa tête. Il faut qu'il comprenne que le monde restera le même tant que lui ne changera pas. On dirait qu'il court après les coups sur la gueule, comme les pirates courent après leurs trésors. Bon, tout le monde est de retour. Nous avons dîné, nous avons fumé. Distribution de Véronal. J'ai gardé mon comprimé dans ma poche au lieu de le faire fondre dans mon estomac. Et Harold et moi, nous nous sommes trouvés en tête-à-tête, plutôt désagréables. Et j'ai eu l'impression que rien n'était vraiment résolu, à part qu'il nous observe, Stu et moi, pour voir ce qui va se passer. Ça me met en colère, rien que d'écrire ça. Est-ce qu'il a le droit de nous observer? Est-ce qu'il a le droit de compliquer cette terrible situation qui est la nôtre? Chose dont je veux me souvenir. Je suis désolé, cher journal. Sans doute mon état d'esprit, je ne me souviens de rien aujourd'hui. Quand Fran vint le rejoindre, Stu était assis sur une pierre, en train de fumer un cigare. Il avait creusé un petit trou dans la terre avec le talon de sa botte et s'en servait comme cendrier. Il était tourné vers l'est. Le soleil était sur le point de disparaître à l'horizon, derrière la couche de nuages qui s'était un peu éclaircie. Les 4 femmes avaient rejoint leur groupe la veille seulement, et pourtant la rencontre semblait déjà lointaine. Ils avaient sorti du fossé, sans trop de difficulté, une des voitures, puis ils étaient repartis en direction de l'ouest avec les motos. L'odeur du cigare de Stu lui fit penser à son père quand il fumait sa pipe, et la tristesse l'envahit, une tristesse qui n'était presque plus que de la nostalgie. « Je commence à reprendre le dessus, papa, pensa-t-elle. Je suis sûr que tu ne m'en voudras pas. Stu la vit arriver. Franny, dit-il, sans chercher à dissimuler qu'il était heureux de la voir. Comment ça va? Couchi coussa, répondit-elle en haussant les épaules. Tu veux t'asseoir avec moi pour regarder le coucher de soleil? Elle s'assit à côté de lui, le cœur battant. Mais après tout, c'était bien cela qu'elle voulait. Elle l'avait vu s'éloigner du camp, comme elle avait vu Harold, Glenn et 2 des femmes s'en aller à Brinton pour aller chercher une CB. Idée de Glenn et non d'Harold pour une fois. Patty Kroger s'occupait des 2 autres femmes. Shirley Hammett semblait sortir petit à petit de son brouillard, mais elle les avait tous réveillés en pleine nuit. La pauvre hurlait dans son sommeil en repoussant des agresseurs imaginaires. L'autre femme, celle qui n'avait pas de nom, semblait avoir pris un autre chemin. Elle restait assise. Elle mangeait ce qu'on lui donnait, elle allait faire ses besoins, mais elle ne répondait à aucune question. En fait, elle ne revivait vraiment que dans son sommeil, et même avec une forte dose de Véronal, elle gémissait souvent et hurlait parfois. Et Franny croyait savoir à quoi elle rêvait. « On a encore pas mal de route à faire, dit Franny. Stu attendit un instant avant de répondre. « Oui, c'est plus loin que nous pensions. La vieille femme n'est plus au Nebraska. »« Je sais, dit Franny, et elle s'en voulut d'avoir parlé trop vite. Il la regarda avec un léger sourire. « Tu n'as pas pris tes médicaments, à ce que je vois. »« Tu connais mon secret, dit Franny. »« Oh, nous ne sommes pas seuls, dit Stu. J'ai parlé à Daïna cet après-midi. Elle m'a dit que Suzanne et elle ne voulaient plus rien prendre. » Franny sentit un pincement de jalousie et de peur quand elle l'entendit prononcer le nom de Daïna. Mais elle fit de son mieux pour n'en rien montrer. « Pourquoi as-tu arrêté » demanda-t-elle à Stu. « Est-ce qu'il t'avait drogué dans ce centre ?» Il fit tomber sa cendre dans le petit trou qu'il avait creusé entre ses pieds. « Oh, il me donnait des sédatifs pour la nuit, c'est tout. Ce n'était pas la peine de me droguer et j'étais enfermé. Non, j'ai arrêté d'en prendre il y a 3 jours, parce que j'avais l'impression de perdre le contact. » Il s'arrêta un instant, puis expliqua ce qu'il voulait dire. « Glenn et Harold sont partis chercher une CB. C'était une très bonne idée, mais à quoi ça sert une radio? À garder le contact. J'avais un copain à Arnett, Tommy Leominster. Il avait une radio dans sa camionnette. Un truc formidable. Il pouvait appeler chez lui ou bien demander de l'aide s'il avait un problème sur la route. Ses rêves, c'est comme une CB dans la tête, avec une différence. On dirait que la radio n'émet plus et que nous recevons seulement. « Nous émettons peut-être sans le savoir, dit doucement Fran. Il la regarda, étonné. Ils restèrent assis en silence quelque temps. Le soleil lançait ses derniers rayons au travers des nuages, comme pour dire au revoir avant de disparaître au-dessous de l'horizon. Fran comprenait pourquoi les peuplades primitives adoraient le soleil.
Depuis que la paix écrasante de ce pays presque vide devenait de plus en plus présente pour elle, jour après jour, s'imposant avec toujours plus de force, le soleil, et la lune aussi d'ailleurs, avaient commencé à lui paraître plus gros, plus important, plus personnel, comme lorsqu'elle était enfant. En tout cas, j'ai arrêté, repris-tu. Et la nuit dernière, j'ai encore rêvé de l'homme noir, le pire de tous mes cauchemars. Il était assis quelque part dans le désert, du côté de Las Vegas, je crois. Et Fran, je crois bien qu'il crucifiait des gens, ceux qui lui causaient des problèmes. Quoi fit Franny. Oh, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve, dis-tu. Des croix alignées le long de la route 15, des croix faites avec des poutres et des poteaux de téléphone, et des gens sur les croix. Mais ce n'est qu'un rêve, dit Franny. Peut-être, répondis-tu, en regardant les nuages rougeâtres. Mais il y a 2 jours, juste avant de rencontrer ces cinglés qui avaient capturé les femmes, j'ai rêvé d'elle, de la femme qui s'appelle Mère Abigail. Elle était assise dans la cabine d'une vieille camionnette stationnée sur l'accotement de la route 76. J'étais debout, appuyé contre la portière, et je lui parlais comme je suis en train de te parler maintenant. Elle m'a dit « Il faut aller encore plus vite, Stuart. Si une vieille dame comme moi peut le faire, un costaud comme toi devrait y arriver lui aussi. » Stu se mit à rire, jeta son cigare et l'écrasa de son talon. Distraitement, comme s'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, il prit Franny par les épaules. « Ils vont au Colorado, dit Franny. « Oui, je crois bien qu'ils vont là-bas, reprit Stu. « Est-ce que Daïna ou Suzanne ont rêvé d'elle demanda Fran. « Oui, toutes les deux, répondit Stu. « Et la nuit dernière, Suzanne a rêvé des croix, exactement comme moi. »« Alors il y a beaucoup de gens avec cette vieille femme maintenant, dit Fran. « Oui, une vingtaine, peut-être plus, dit Stu. Nous croisons des gens presque tous les jours, tu sais. Ils se cachent, ils attendent que nous nous en allions. Ils ont peur de nous, mais je crois qu'ils vont la retrouver quand le moment sera venu. »« Ou qu'ils vont retrouver l'autre, dit Fran. « Oui, t'as raison, dit Stu. Mais dis-moi, pourquoi as-tu arrêté de prendre du Véronal ?» Elle soupira. Elle n'avait pas envie de lui dire la vérité, mais elle avait peur de sa réaction. « Tu sais, les femmes, répondit-elle. « Bon, peut-être, dis Stu. Mais il y a quand même des moyens pour savoir ce qu'elles pensent vraiment. »« Mais qu'est-ce que... » commença Fran, mais il l'arrêta en l'embrassant sur la bouche. Ils étaient couchés sur l'herbe, dans les dernières lueurs du crépuscule. Dans le ciel, un mauve pâle avait succédé au rouge flamboyant, tandis qu'ils faisaient l'amour. Et maintenant, Franny voyait des étoiles briller parmi les derniers nuages. Il allait faire beau demain. Avec de la chance, ils arriveraient sans doute à traverser presque tout l'Indiana. Stu écrasa d'un geste paresseux un moustique qui voulait se poser sur sa poitrine. Sa chemise était étendue sur un buisson voisin. Fran avait gardé la sienne, mais elle était déboutonnée. Ses seins écartaient la toile, et elle pensait « Je commence à grossir, juste un peu, mais c'est visible, au moins pour moi. »« J'avais envie de toi depuis longtemps, dit Stu sans la regarder. Je suppose que tu l'avais deviné. »« Je ne voulais pas d'histoire avec Harold, dit Fran. Et puis, il y a autre chose. »« Ah bon ? Harold a encore du chemin à faire, dit Stu. Mais il a ce qu'il faut pour devenir un type bien, s'il se prend par la main. Tu l'aimes bien, c'est ça ? » ?»« Non, pas exactement, dit Fran. Je ne connais pas de mots pour décrire ce que je ressens à propos d'Harold. »« Et à propos de moi ? Demanda Stu. Elle le regarda et se rendit compte qu'elle ne pouvait dire qu'elle l'aimait, qu'elle ne pouvait le dire ainsi, alors qu'elle aurait voulu le faire. Non, reprit Stu, comme si Franny l'avait contredit. J'aime que les choses soient claires. J'ai l'impression que tu n'as pas tellement envie qu'Harold soit au courant pour le moment. C'est bien ça ? Oui, dit Fran. Je pense que t'as raison, dit Stu. Si nous sommes discrets, tout s'arrangera peut-être tout seul. Je l'ai vu regarder Patty, elle a à peu près son âge. Oh, je ne sais pas, dit Fran. Mais tu sens que tu lui dois quelque chose, n'est-ce pas ? Demanda Stu. Je crois, oui, dit-elle. Il ne restait que nous deux à Ogunquit, et... C'est le hasard, Franny, c'est tout. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te coincer pour un simple hasard. Oui, sans doute, dit-elle. Moi, j'ai l'impression que je t'aime, dis Stu. Ce n'est pas facile pour moi de le dire. J'ai l'impression de t'aimer, moi aussi, dit Franny. Mais il y a autre chose. Je le savais, dit Stu. Tu m'as demandé pourquoi j'avais arrêté de prendre les comprimés, dit-elle en tiraillant sa chemise, sans oser le regarder.
J'ai pensé que les médicaments pourraient faire du mal au bébé, murmura-t-elle, les lèvres sèches. Faire du mal au... Tu es enceinte? Elle inclina la tête. Et personne ne le sait? Non. Et Harold, il est au courant? Non, personne, sauf toi maintenant. Bon Dieu! Il la regardait avec une telle intensité qu'elle eut un peu peur. Elle s'était imaginé deux choses. Qu'il la quitterait immédiatement, comme Jess l'aurait fait sans aucun doute s'il avait découvert qu'elle était enceinte d'un autre homme, ou qu'il la prendrait dans ses bras, lui dirait de ne pas s'inquiéter, qu'il allait s'occuper de tout. Elle ne s'était pas attendue à ce regard étonné, interrogateur, et elle se souvint tout à coup de la nuit où elle avait annoncé la nouvelle à son père dans le jardin. Il l'avait regardée avec ce même regard. Elle aurait sans doute dû tout dire à Stu avant de faire l'amour. Peut-être n'aurait-il pas fait l'amour, mais au moins Stu n'aurait pas eu l'impression d'être tombé dans un piège. Était-ce à cela qu'il pensait? Elle ne savait pas. Stu, fit-elle d'une voix timide. Et tu n'as rien dit à personne? Demanda-t-il. Oh, je ne savais pas comment, répondit-elle au bord des larmes. Et c'est pour quand? Janvier. C'est alors qu'elle se mit à pleurer. Il la prit dans ses bras et lui fit comprendre que tout irait bien, sans rien dire. Il ne lui dit pas de ne pas s'inquiéter, qu'il s'occuperait de tout, mais il lui fit encore l'amour, et elle pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Ils ne virent pas Harold, aussi furtif et silencieux que l'homme noir, debout dans les buissons qui les regardaient. Ils ne virent pas ses yeux se fermer en deux petits triangles mortels quand Fran cria de plaisir. Quand ils eurent fini, il faisait complètement nuit. Harold s'était éloigné en silence. Journal de Fran Goldsmith, 1er août 1990. Rien écrit hier soir, trop nerveuse, trop heureuse. Nous sommes ensemble maintenant, Stu et moi. Il est d'accord pour que je garde le secret de mon cow-boy solitaire aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que nous soyons installés peut-être. S'il faut que ce soit au Colorado, ça m'est égal. Je me sens si bien ce soir que je m'installerai même sur la Lune. Je parle comme une petite adolescente, un peu bébête. Eh ben, si une jeune femme ne peut avoir l'air un peu bébête dans son journal intime, où peut-elle le faire? Mais je dois ajouter quelque chose avant d'abandonner le sujet du cow-boy solitaire. À propos de mon instinct maternel, est-ce que cet instinct existe? Je pense que oui. Probablement une question d'hormones. Je me sens différente depuis quelques semaines déjà, mais il est très difficile de savoir si ce changement est dû à ma grossesse ou au terrible désastre qui a ravagé le monde. Je me sens comme si j'étais jalouse. Jalouse n'est pas le bon mot, mais je ne trouve rien de mieux pour le moment. J'ai l'impression que je me suis rapproché du centre de l'univers et que je dois protéger cette position. C'est pour cette raison que le Véronal me paraît plus dangereux que les cauchemars, même si mon esprit rationnel me dit que le Véronal ne ferait aucun mal au bébé. Du moins pas aux doses que les autres prennent. Et je suppose que cette jalousie fait aussi partie de l'amour que je ressens pour Stu. J'ai l'impression d'aimer et de manger pour deux. Il ne faut pas que j'écrive trop longtemps, j'ai besoin de dormir, et tant pis pour les cauchemars. Nous n'avons pas traversé l'Indiana aussi rapidement que nous l'espérions. Un terrible embouteillage, près de l'échangeur d'Elkhart, nous a ralentis. Beaucoup de véhicules militaires, des cadavres de soldats. Glenn, Suzanne, Dinah et Stu ont pris tout ce qu'ils pouvaient trouver comme armes, environ 2 douzaines de fusils et des grenades. Mais oui, mes amis, c'est la vérité, un bazooka. Au moment où j'écris, Harold et Stu sont en train d'essayer de voir comment fonctionne le bazooka. J'espère qu'ils ne vont pas se faire mal. À propos d'Harold, je dois te dire, cher journal, qu'il ne se doute de rien du tout. Il faudra sans doute le mettre au courant quand nous retrouverons le groupe de Mère Abigail. Ce serait pas juste de tout lui cacher plus longtemps, tant pis pour les conséquences. Mais aujourd'hui, il était d'excellente humeur. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il souriait tellement que j'ai cru qu'il allait se décrocher la mâchoire. C'est lui qui a proposé à Stu de l'aider avec le bazooka. Et... Oh, les voilà qui reviennent. Je terminerai plus tard. Franny dormit d'un sommeil lourd, sans faire de rêve. Les autres aussi, à l'exception d'Harold. Un peu après minuit, il se leva, s'approcha doucement de Franny endormie et resta debout à la regarder. Il ne souriait plus maintenant. Toute la journée, il n'avait cessé de sourire, au point qu'il avait eu l'impression que sa boîte crânienne allait se fendre en deux, laissant se répandre sa cervelle, ce qui l'aurait peut-être soulagé. Il la regardait donc, tandis que les grillons chantaient dans la nuit.
Nous entrons dans la canicule, pensa-t-il. La canicule du 25 juillet au 28 août, disent les vieux dictionnaires. La canicule, ainsi nommée, car les chiens enragés étaient particulièrement nombreux à cette période de l'année, dit la légende. Il regardait Fran, qui dormait, si tranquillement, la tête posée sur son sweater. Son sac était à côté d'elle. Jour de canicule, jour de chien, Franny. Il s'agenouilla et se figea quand il entendit ses genoux craquer, mais personne ne bougea. Il ouvrit le sac de Franny et fouilla dedans en s'éclairant avec une minuscule lampe électrique. Franny murmura dans son sommeil et se retourna. Harold retenait sa respiration. Il trouva finalement ce qu'il cherchait tout au fond, sous 3 chemises propres et un atlas routier aux pages cornées, un petit carnet de notes. Il le prit, l'ouvrit à la première page et commença à lire l'écriture serrée et extrêmement lisible de Franny. 6 juillet 1990. Monsieur Batman a finalement accepté de venir avec nous. Harold referma le carnet et se glissa dans son sac de couchage. Il était redevenu le garçon qu'il avait été autrefois, celui qui avait peu d'amis. Il avait été un beau bébé jusque vers l'âge de 3 ans, avant de devenir ce petit gros qui faisait rire tout le monde. Il avait tant d'ennemis, ce garçon dont ses parents ne s'occupaient pas beaucoup. Il ne pensait qu'à Amy, la petite amie qui s'avançait rayonnante sur le chemin de la vie. Ce garçon qui avait cherché sa consolation dans les livres, ce garçon qui s'était réfugié dans ses rêves parce qu'on ne voulait jamais de lui pour jouer au baseball. Alors il devenait Tarzan, tard la nuit sous ses couvertures, la lampe braquée sur la page imprimée, les yeux agrandis, insensible à l'odeur de ses paix. Et ce garçon se blottissait maintenant au fond de son sac de couchage pour lire le journal de Franny à la lumière de sa lampe électrique. Quand le faisceau lumineux éclaira la couverture du carnet, il eut un moment d'hésitation. Un instant, une voix lui cria « Harold, arrête !» si fort qu'il en fut ébranlé. Il s'arrêta presque. Un instant, il aurait été possible d'arrêter, de remettre le journal là où il l'avait trouvé, et de renoncer à Franny, de les laisser, Stu et elle, suivre leur chemin, avant que quelque chose de terrible et d'irrévocable n'arrive. Un instant, il aurait pu écarter la coupe amère, la vider de son contenu, et la remplir de ce qui pouvait l'attendre, lui, dans le monde. « Remets le carnet, Harold !» lui disait cette petite voix suppliante. Mais peut-être était-il déjà trop tard. À 16 ans, il avait abandonné Stevenson pour d'autres rêves, des rêves qu'il aimait et qu'il haïssait à la fois. Non plus de pirates, mais de jolies filles en pyjama de soie transparent, qui s'agenouillaient devant lui sur des coussins de satin, tandis qu'Harold le Grand se prélassait tout nu sur son trône, prêt à les châtier avec un petit fouet de cuir à pommeau d'argent. Amertume de ses rêves, dont les actrices avaient été tour à tour toutes les jolies filles du lycée d'Ogunquit. Rêve qui se terminait toujours par cette douleur lancinante qui montait dans son bas-ventre, par cette explosion de liqueur séminale qui était plus pour lui un châtiment qu'un plaisir. Puis il s'endormait et le sperme séchait, formant une croûte sur son ventre. Les petits chiens ont bien le droit de s'amuser. Jour de canicule, jour des petits chiens. Et maintenant, ces mêmes rêves amers l'enveloppaient de toutes parts, comme des draps jaunis. Les mêmes vieilles blessures se rouvraient, ces vieilles amies qui refusaient de mourir, dont les dents ne s'émousseraient jamais, dont l'affection mortelle ne vacillerait jamais. Il ouvrit le carnet à la première page et commença à lire. Un peu avant l'aube, il remit le journal dans le sac de Fran, sans chercher à ne pas faire de bruit. Si elle se réveillait, pensa-t-il froidement, il la tuerait, puis prendrait la fuite. Où ? Vers l'ouest ? Mais il ne s'arrêterait pas au Nebraska, ni même au Colorado, oh non. Mais elle ne se réveilla pas. Il revint se glisser dans son sac de couchage. Il se masturba furieusement, et quand le sommeil vint enfin, ce fut un sommeil léger. Il rêva qu'il était en train de mourir sur une pente abrupte jonchée de gros rochers. Au-dessus de lui, planant dans les courants ascendants, les vautours attendaient leur heure. Il n'y avait pas de lune, pas d'étoiles. Puis un effroyable œil rouge s'ouvrit dans le noir, un étrange œil de renard. Et l'œil le terrifiait, l'œil l'attirait, et l'œil lui faisait signe de venir. Vers l'ouest, là où les ombres étaient encore épaisses et dansaient encore leur danse de mort dans les premières lueurs de l'aube. Ils s'arrêtèrent au coucher du soleil, à l'ouest de Joliet, dans l'Illinois. On but, on parla, on rit beaucoup. La pluie était restée derrière eux, en Indiana. Harold n'avait jamais été de meilleure humeur, tout le monde s'en rendit compte.
Tu sais, Harold, lui dit Franny, alors que la petite fête touchait à sa fin, je ne t'ai jamais vu aussi en forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui fit un clin d'œil. Eh, Franny, nous sommes entrés dans la canicule, les chiens sont lâchés. Elle le regarda, perplexe. Harold jouait encore les sphinx, pensa-t-elle. Aucune importance. Ce qui importait, c'est que tout s'arrangeait, finalement. Cette nuit-là, Harold commença son journal.